En manchette, un tout nouveau programme de communication verra le jour à l'UQAC à l'automne. Le syndicaliste Marc Maltais songe à l'investiture péquiste dans Lac-Saint-Jean. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal du jeudi 25 janvier 2018. Un tout nouveau programme en communication verra le jour à l'Université du Québec à Chicoutimi à compter de l'automne 2018. Le concepteur du programme, Georges Frodini, a incité ce matin, par le biais d'un Facebook Live, les gens intéressés à s'inscrire au programme qui offre deux branches, soit médiatique et interculturelle. Camille Lacroix, vous avez participé au Facebook Live. Qu'est-ce qui en est ressorti? Oui, celui qui a conçu le programme, Georges Frodini, a expliqué lors du Facebook Live en quoi consiste le baccalauréat. Donc, les étudiants vont pouvoir suivre de près les médias émergents, soit les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, sur le terrain pour mieux analyser. Les étudiants pourront également approfondir leurs connaissances envers les différentes cultures. C'est une première au Canada de combiner ces deux axes et M. Frodini a expliqué en entrevue que les deux branches servent à se spécialiser vers la médiatique ou plus vers l'interculturel. On peut l'entendre. Les gens vont avoir une formation où on va partager les deux axes. Mais en même temps, ils vont avoir aussi à un moment donné dans leur formation une certaine spécialisation, soit en médias émergents ou soit en communication interculturelle. Et quel genre d'emploi peut-on occuper avec ce diplôme-là? Ce sont des emplois en recherche et en analyse politique, par exemple. M. Frodini explique que tout le monde doit communiquer d'une manière ou d'une autre lors de leur emploi. Et le baccalauréat s'adresse à ceux qui ont un intérêt pour la communication et ceux qui veulent s'ouvrir sur le monde. On peut entendre M. Frodini dire que les entreprises cherchent des gens qui ont ce genre de spécialisation. Comme recherchiste, expert conseil, analyste des politiques sociales ou analyste d'implantation et d'utilisation des médias numériques au sein des grandes institutions internationales aussi, parce que ce qu'on est en train d'observer, ce qu'on entend de plus en plus, c'est qu'ils cherchent des gens avec ce type de formation. Camille, dites-moi, est-ce qu'il est possible de faire un stage également? Oui, il y a 2 stages obligatoires vers la fin du baccalauréat qu'ils peuvent faire à l'étranger. Et puis, les intéressés ont jusqu'à quand pour s'inscrire? Ils ont jusqu'au 1er mars, comme la plupart des universités, et ils doivent débourser 30 $ pour les frais d'administration. Une limite de 90 personnes seront choisies pour ce bac de 3 ans. Merci, Camille. Ça m'a fait plaisir. Le Berrivrain Mathieu Sergerie a plaidé coupable hier à plusieurs accusations de nature sexuelle au palais de justice de Chicoutimi. L'homme qui prétendait être policier pour attirer ses cibles a avoué avoir fait davantage de victimes que les 4 mineurs déjà identifiés. Les événements remontent à 2016 dans la région de Charlevoix, alors que l'accusé, qui nettoyait des autos de patrouille, avait accès à des pièces d'uniforme qu'il utilisait pour berner des jeunes sur Internet. Libéré sous caution en 2017 à la suite d'une dénonciation, il a récidivé après avoir déménagé à Saguenay. Il a donc plaidé coupable de bris de conditions, en plus des accusations de production de pornographie juvénile, de leurre informatique, d'exhibitionnisme et d'utilisation d'équipements policiers. Sergerie devrait recevoir sa sentence au printemps. La région a été touchée cette semaine par une grosse tempête de neige. Plus de 200 personnes, dont les déneigeurs, vivent au rythme des intempéries. Ma collègue Andréane Vallée et le caméraman William Tremblay sont allés en rencontrer quelques-uns. Le métier de déneigeur est difficile, mais il est pourtant indispensable. Plusieurs fois par hiver, ils doivent se lever tôt et travailler de longues heures afin de garder les villes du Québec praticables. Les récentes tempêtes ont mis à l'épreuve ces irréductibles. Selon un déneigeur, Vincent Fortin, c'est des journées de plus de 12 heures lorsque des tempêtes comme celle qui a touché la région mardi dernier arrivent. J'ai commencé vers 3 heures du matin. Puis là, je n'ai même pas encore la moitié de mon secteur à moi de fait encore. Puis ça n'arrête pas de tomber. Il y a beaucoup d'accumulation. On a beaucoup d'heures de travail à faire aussi à l'intérieur du tracteur. Et même si une tempête ne dure qu'une seule journée pour la population, pour les déneigeurs, c'est plutôt 2 à 3 jours de travail. Les citoyens sont capables de circuler, sont capables de rentrer dans leur cours, partir travailler le matin puis revenir le soir. Puis après ça, on nettoie plus propre le lendemain. Parce que les accumulations qui tombent dans la journée, les autres, on ne peut pas les enlever parce que sinon, on n'arrêtera jamais.
Puis si des fois, ça peut se prolonger pour 3 jours de temps. Puis ça dépend comment dans la nature nous réserve la tombée de la neige. Là. Ce n'est cependant pas toujours facile et c'est un peu ingrat comme métier, selon M. Fortin. Oh, ils pensent que c'est facile parce qu'on est dans un tracteur, puis les autres sont dans leur maison, ils n'ont pas besoin de sortir. C'est sûr que c'est général un peu, mais nous, dans le tracteur, on se fait brasser pas mal, on se fait secouer. Même si c'est un métier plus traditionnellement masculin, il y a toujours des femmes qui le pratiquent, comme Marie-France Lavoie. Elle ne voit plus de différence maintenant, mais ce n'a pas toujours été ainsi. Au début, là, ça fait comme 8 ans, presque 9 ans là, que je fais ça. Les premières fois, oui, je voyais là, tellement, là, les gens, même encore, les gens se retournent et regardent « Ah, c'est une femme qui est au volant. » Au début, les clients ils disaient « Ben là, ta femme, t'es certain, tata? » Non, ça va super bien, puis les clients sont contents, même de ça. En farce, il y a des clients qui disent à mon chum « Mets-la pas dehors, là. Si tu la mets dehors, on signe une pétition. On veut la garder avec nous. » là. Elle explique que c'est un métier où la prudence est cruciale. On voit partout, mais même à ça, là, quand là, les bancs de neige sont rendus hauts, quand on recule des entrées, des fois, il y a des véhicules qui arrivent vite, donc il faut toujours y aller prudemment et avoir des yeux vraiment tout le tour de la tête. Pour la ville, qui doit s'occuper des rues et des artères principales, le travail à la suite de la dernière tempête ne fait que commencer. Bien, en fait, c'est loin d'être fini, loin d'être fini. Une tempête, ça peut prendre une semaine à ramasser complètement. Mais M. Allard mentionne que tout s'est très bien déroulé pour la ville de Saguenay, malgré le vent. Oui, c'est pas facile de garder le contrôle quand il y a des vents comme ça. Là. La principale complication, c'est les vents. Mais disons qu'on s'en est relativement bien tiré quand même. Avec une trentaine de centimètres de neige tombée dans les derniers jours, les résidents de la ville de Saguenay n'ont définitivement pas terminé avec l'hiver, puisqu'il ne fait que commencer. C'était Andréane Vallée, ATM Nouvelles, Saguenay. L'intelligence artificielle accompagne déjà une majeure partie des consommateurs partout où ils vont. Par exemple, les cellulaires dotés de reconnaissance vocale ou faciale en font partie. Pas de quoi avoir peur, mais la nouvelle tendance va devoir s'ajuster à un cadre éthique et légal, prévient le maître de conférence à l'Université de Nantes, Florian Richoux, lors d'une discussion au Musée du Fjord hier soir. William Larouche, pourquoi un code d'éthique s'impose-t-il? Eh bien, M. Richoux a abordé la question hier. Il a parlé que c'était de la nécessité de ce cadre légal qui viendrait encadrer les progrès numériques qui sont de plus en plus nombreux depuis ces 5 dernières années. Selon lui, il est important de prévenir et d'essayer d'anticiper plutôt que de se retrouver devant le fait accompli. Il souligne que ce cadre pourrait réglementer la technologie afin qu'elle préserve les données privées des consommateurs, mais également que sa programmation ne soit pas trop souple. Elle reste tout de même un outil avec une liberté d'action qui se limite à ce qui est prévu par son concepteur. Florian Richoux ajoute qu'une IA, donc l'appellation qu'on utilise pour intelligence artificielle, est capable de faire qu'une seule chose. Donc la seule chose, si elle est programmée pour reconnaître un visage, elle ne sera pas capable de reconnaître la voix ni de calculer une stratégie de jeu. Le conférencier a aussi démystifié les préjugés que l'on porte à l'égard de l'intelligence artificielle et également les craintes qui sont reliées. Il explique que les risques qui sont liés à l'intelligence artificielle ne sont pas ceux qui sont peints dans les récits de science-fiction. On l'écoute là-dessus. Donc voilà, en gros, dans 2 ans, à moins qu'il y ait vraiment une très très grosse surprise qui arrive comme ça, ce qui est tout à fait possible, parce qu'en 5 ans, ces 5 dernières années, on a eu quand même pas mal de surprises. A priori, je ne vois pas de très très grosses avancées sur les quelques questions que j'ai présentées. Dites-moi, William, où les nouvelles percées se feront-elles le plus ressentir? Eh bien, selon lui, ce serait du côté du diagnostic, de l'aide au diagnostic médical que les percées vont être les plus innovatrices ces prochaines années. Il dit que ça va être courant de voir un médecin qui demande l'aide d'une intelligence artificielle pour procéder à une opération. Comme aujourd'hui, on voit une opération, on voit une radiographie avant d'opérer une jambe fracturée. Merci, William. Ça fait plaisir. La coalition Avenir Québec assure que si elle est portée au pouvoir, les taxes scolaires diminueraient de 66 % dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La CAQ a en effet promis d'instaurer un taux de taxation unique si elle forme le prochain gouvernement.
Selon la coalition, cela aura un effet marqué sur la région, puisqu'elle affirme que c'est ici que les taxes scolaires sont les plus élevées. Le porte-parole en matière d'éducation, Jean-François Roberge, a assuré que cela n'aurait aucune incidence sur la qualité des services. Le conseiller régional de la FTQ, Marc Maltais, est toujours en réflexion en ce qui a trait à sa candidature au Parti québécois dans Lac-Saint-Jean à la suite du départ d'Alexandre Cloutier. L'Almatois, qui rejette l'idée de se présenter à la parcelle fédérale de Chicoutimi-le-Fjord sous la bannière bloquiste, annoncera sa décision d'ici à la fin de semaine prochaine. Philippe Lheureux s'est entretenu avec lui un peu plus tôt. Monsieur Marc Maltais, merci d'être là. C'est un plaisir, Monsieur Lheureux. Alors, premièrement, on entend beaucoup parler de vous récemment dans les médias pour un côté, peut-être une future carrière politique au provincial ou peut-être au fédéral pour le Bloc québécois, provincial, au Parti québécois. Vers lequel penchez-vous le plus présentement? En fait, je suis déchiré. J'étais ce matin d'ailleurs avec le caucus du Bloc québécois qui est réuni à Chicoutimi. C'est ma première famille politique, on peut dire. J'ai fait une campagne électorale cet automne sous la bannière du Bloc québécois. Maintenant, comme vous le savez, je suis en réflexion à savoir, est-ce que je m'envoie dans l'aventure provinciale dès la prochaine élection qui s'en vient cet automne? Donc, je suis toujours en réflexion. Et avec Alexandre Cloutier qui a fait une annonce de départ, êtes-vous intéressé par le Lac-Saint-Jean, cette circonscription-là? Très certainement. D'abord, j'y habite. Je suis un gars d'Alma, moi. Puis lors de la dernière campagne, qui est quand même récente, il y a 6 mois, je te dirais que sur le territoire de Lac-Saint-Jean-Est, le résultat était très bon. Là. On a fait l'analyse ce qu'on appelle les boîtes de votation. Je vous dirais que j'ai à peu près la totalité que j'ai remportée. Maintenant, mon malheur dans la dernière élection, c'est que le taux de participation a été trop bas. Donc, ce qui me fait croire en mes chances. Je vous dirais que vous disiez tout à l'heure aussi que j'ai été très sollicité, on a parlé beaucoup de moi. C'est flatteur, mais je pense que c'est une reconnaissance du milieu, on peut dire encore, en dehors du milieu médiatique, de la population en général. C'est un signe que je pense que les gens voient en moi peut-être la personne qui pourrait chausser. C'est une grosse pointure, M. Alexandre Cloutier. Mais comment avez-vous réagi lorsqu'il a annoncé son départ? Vous savez, M. Cloutier m'a appuyé dans la dernière campagne dont je faisais mention avec le Bloc québécois. Alexandre Cloutier, c'est un ami, en plus d'être un allié en politique. Je suis impliqué, en plus du syndicat, dans beaucoup de groupes communautaires. M. Cloutier est quelqu'un de très progressiste au sein du Parti québécois. Donc, c'était pour moi, je vous dirais, un deuil. D'ailleurs, mon nom a circulé très rapidement. Mais j'étais vraiment affecté par ce départ-là. Donc, encore aujourd'hui, j'ai eu des discussions avec lui récemment premièrement pour le remercier du beau travail qu'il a fait, puis voir comment il prenait ça, puis ainsi de suite. Donc, je vous dirais que c'était très difficile, mais là, qu'est-ce qu'on fait demain? C'est un château fort péquiste. Ça n'a jamais été représenté par un autre parti politique. Puis étant un indépendantiste convaincu, j'espère être convaincant aussi, je ne voudrais pas laisser ça aux mains de la CAQ, peut-être. On entend parler d'une vague caquiste à 9 mois des élections. Ouais. Donc, je ne vais pas prendre de chance. Puis, je te dirais que ça va selon mes valeurs aussi. Donc, c'est ce projet-là. D'autre part, pourquoi le Parti québécois? C'est un parti qui, je pense, qui est composé d'une coalition. Des gens de gauche, des gens de droite aussi. On m'a parlé, entre autres, advenant un éventuel retour de M. Pellado, comment tu réagirais? En fait, c'est ça le Parti québécois. M. Pellado aurait à composer avec un syndicaliste, moi j'aurais à composer avec quelqu'un du monde des affaires. Donc, je pense que c'est la beauté, ça rassure tout le monde. Donc, vous voyez ça d'un bon œil, le retour éventuel possible de M. Pellado? Ce que je vois d'un bon œil, c'est d'abord, c'est la démocratie. Hein. Si les gens pensent que M. Pellado peut aider à titre de député, je serais très heureux de ça. Ça sera aux gens à décider. De même que dans le Lac-Saint-Jean, je crois être quelqu'un... En fait, je suis persuadé que je pourrais faire le travail. Maintenant, ça sera aux membres du Parti québécois dans la circonscription de décider dans l'éventualité où il y aura une investiture. Et puis, vous êtes en période de réflexion. Quand espérez-vous, dans le meilleur des scénarios, confirmer une candidature, soit pour le Bloc québécois ou soit pour le Parti québécois? Je vous dirais le plus tôt possible, parce que j'ai des nuits très agitées. C'est des grosses réflexions qui ont un impact. Vous savez, j'ai 5 enfants, j'ai un contexte familial. Je vous dirais que ce débat-là, ces réflexions-là, je les ai déjà eues avec les membres de ma famille, mon épouse, mes 5 enfants. Mais effectivement, la vie politique est une vie très difficile. Hein. Je regardais justement des commentaires sur le départ de M. Cloutier. Il y a des gens très durs. Donc, c'est pas une vie qu'on peut dire sexy. Cela dit, je suis quelqu'un qui est impliqué dans différents domaines depuis des années. Vous savez, j'ai coaché au hockey 11 équipes en 9 ans. Si tu veux faire chialer après toi, c'est une belle place.
J'ai été impliqué dans le milieu syndical. Si tu veux faire chialer après toi, c'est un bel endroit. Puis en politique aussi, je sollicite ça. C'est un bel endroit pour faire chialer après ça. Mais je pense que ça en vaut la peine. Il n'y a rien qui va remplacer le sourire d'un jeune qui me dit « merci, coach ». Il n'y a rien qui va remplacer le regard d'un travailleur que tu as aidé. Puis en politique, je sais qu'on peut vraiment aider des choses. Donc pour moi, c'est une vie dure, une vie militante, mais une vie tellement riche. Si on parle du Parti québécois qui, en ce moment, n'est pas dans ses meilleurs jours, des scores plutôt faibles dans les sondages, croyez-vous qu'il peut remonter la pente jusqu'à la prochaine élection, peut-être avec de l'aide extérieure, M. Pellado? J'ai aucun doute. En fait, avec l'aide de tous les partis impliqués. On se rappelle de la dernière élection où le Parti québécois avait déclenché alors qu'il était un gouvernement minoritaire. Les chances étaient presque impossibles qu'il soit battu. Pourtant, il l'a été. On regarde la dernière élection fédérale. Tout le monde voyait, à 3 mois des élections, tout le monde voyait le NPD l'emporter. Ça ne s'est pas avéré. Donc, je vous dirais que je ne suis pas très... Les sondages ne m'intéressent que très peu parce que, en réalité, c'est dans une campagne que ça se passe. Donc, puis il y a 2 choses là-dedans. Quelles sont les chances du parti de l'emporter? Quelles sont les miennes? C'est des contextes très différents. Le contexte métropolitain, le contexte des régions est très différent. Donc, ce n'est pas quelque chose, je vous dirais, sur lequel je vais baser ma décision. Je ne suis pas un opportuniste. Vous savez, pour avoir brigué pour le Bloc québécois, il ne faut pas lire les sondages. Hein. Ça prend des convictions très profondes. Donc, en ce sens-là, je ne doute pas de mes chances de l'emporter, cela dit. Mais encore là, ça sera, si je m'envoie dans cette aventure-là, ça sera aux membres de décider si ça sera moi ou peut-être un autre qui va représenter cette très belle circonscription. Bien, merci beaucoup, M. Maltais. Merci, M. Lheureux. Alors, je m'entretenais avec Marc Maltais, conseiller régional pour la FTQ. Des orignaux à proximité de la route 169 obligent les conducteurs à faire preuve de vigilance dans les secteurs de Saint-Henri-de-Taillon et de Sainte-Monique. Le ministère des Transports recommande la plus grande prudence aux usagers de ces secteurs et suggère de consulter le Québec 511 pour s'informer sur les entraves de la route. La programmation complète du Festi-Rire a été dévoilée hier soir au Cégep de Jonquière. Des humoristes de tous genres s'occuperont de la formule cabaret. La 3e édition se déroulera du 19 au 24 février dans plusieurs salles de l'arrondissement de Jonquière. Voici le reportage de Simon Lévesque. Les organisateurs ont voulu innover cette année avec l'ajout du volet cabaret tout à fait gratuit. Avec cette nouveauté, le Festi-Rire sera d'une durée de 6 jours. Les spectacles auront lieu à l'Opéra, à la Voie Maltais, au Barillet, au Côté-Court, au Café-Bar L'Envol et à la salle François-Bassard. Écoutons maintenant Brandon Girard, fondateur du Festi-Rire, sur le sujet. Tout ce qui est de spectacle durant la semaine, c'est gratuit pour le public. Fait qu'ils ont simplement à réserver leur place, soit dans les restaurants participants. Ils réservent leur place, ils réservent leur table, puis c'est complètement gratuit pour les spectacles. Fait que ça peut vraiment attirer la clientèle. La tête d'affiche de l'édition 2018 du Festi-Rire est certainement Lise Dion. Cependant, des humoristes comme Rosalie Vaillancourt, Arnaud Soli et Alex Rouff viendront pimenter et compléter la programmation. Selon l'animateur de l'événement, Jesse Shea, la programmation est solide. C'est vraiment une bonne programmation. Puis je m'en suis un peu mêlé. J'ai appelé la corporation des centres-villes, puis on a magasiné ça ensemble. Eux autres, ils nous ont donné des choix, puis j'ai essayé de les aider à sélectionner, dans le fond, les meilleurs, les humoristes qui vont devenir potentiellement des gros noms dans les prochaines années. Fait que ça, on a une solide programmation. Pour le gala principal du 24 février, Lise Dion présentera un tout nouveau numéro, en plus de partager la scène avec Étienne Dano, Simon Gouache et Danick Martineau. Celui-ci est bien content du nombre d'humoristes présentés dans la programmation. C'est intéressant de voir que ces artistes-là, ces humoristes-là, prennent le soin de se déplacer au Saguenay pour ce qui est le plus gros festival d'humour au Saguenay. Fait que je pense que ça va être vraiment une belle programmation et que le monde va vraiment triper. Le festival du Festi-Rire se déroulera du 19 février au 24 février. Il reste quelques billets disponibles. C'était Simon Lévesque, ATM Nouvelles, Saguenay. Maintenant en sport, 4 des 10 patineurs de vitesse courte piste qui participeront aux Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud du 9 au 25 février proviennent de la région. Samuel Girard de Fernand-Boileau et la Félicinoise Marianne Saint-Gelais prendront part aux épreuves du 500 mètres, du 1000 mètres, du 1500 mètres ainsi qu'au relais. Native de Saint-Félicien, Cassandra Bradette foulera la glace olympique lors du relais féminin. De son côté, la Berrivraine Valérie Maltais sera de la partie lors des épreuves de 1000 mètres, 1500 mètres ainsi qu'au relais féminin. Le Berrivrain Baptiste Brochu portera les couleurs du Canada aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Le jeune homme de 23 ans participera aux épreuves de snowboard cross, dont l'objectif est de dévaler le plus rapidement possible une piste de planche à neige comportant des bosses, des virages et des sauts.
Le planchiste en sera à ses premiers Jeux olympiques, lui qui évolue sur le circuit de la Coupe du monde depuis 2015. Il y a remporté sa première victoire en 2016 en Suisse. Une blessure à la cheville l'avait tenu à l'écart de la compétition pendant 10 mois en 2017. Il a effectué un retour en décembre dernier. Malgré ce contretemps, il se dit bien préparé pour les Jeux olympiques. Le cycliste olympique Léandre Bouchard souhaite monter sur le podium en Coupe du monde avant la fin de sa carrière. C'est ce qu'il a confié en entrevue ce matin à mon collègue Michael Beauchemin. L'athlète, originaire d'Alma, a été nommé sur la délégation canadienne en vue des Jeux du Commonwealth qui se tiendront en Australie en avril prochain. On les écoute. Bonjour Léandre. Alors, premièrement, comment on se sent de représenter les couleurs de son pays aux Jeux du Commonwealth en avril prochain, quand même comme seul coureur masculin en vélo de montagne? Oui, c'est toujours un honneur de représenter le Canada, là, peu importe la compétition, pour des Coupes du monde, mais pour des grands Jeux, c'est encore plus spécial, d'autant plus que pour les Jeux du Commonwealth, le Canada avait seulement une place, donc qui m'attribue la confiance pour les représenter. Je me sens choyé, puis c'est un honneur. C'est un grand honneur, donc. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a un espoir de podium peut-être en Australie pour justement les Jeux? Oui, moi je pense que oui. Les Jeux du Commonwealth étant les colonies britanniques, donc c'est que certaines nations qui sont représentées. Je connais les concurrents qui devraient être là. Et j'ai comme objectif de faire un podium, une médaille. Dans les compétitions internationales, souvent, il y a deux Nouveaux-Zélandais et un Australien qui sont forts, mais si j'ai réussi à en surpasser un de ces trois-là sans me faire dépasser par des Britanniques ou des Sud-Africains, je pense que j'ai ma place peut-être sur le podium. Tu as ta place parmi les trois meilleurs. Donc, est-ce que ta préparation change d'une course à l'autre, que ce soit justement pour l'Australie, que ce soit pour les Jeux olympiques? Est-ce que tu te prépares d'une façon différente pour chaque course? Indépendamment de l'importance qu'on accorde à chaque course, oui, il y a une différence. Les Jeux du Commonwealth, pour moi, ça va être un gros objectif de saison. Les enjeux vont être grands et ça change surtout aussi sur la planification annuelle qui est cette année devancée, étant donné que les Jeux du Commonwealth seront en avril. Je me dois d'être en forme très tôt en saison. D'accord. Et puis justement, tu parles que tu dois être en forme très tôt. Et puis, tu as un horaire chargé quand même jusqu'aux Jeux du Commonwealth. On s'entend, vous allez en Espagne, vous allez aussi en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, pour la Coupe du monde. Oui. Comment vous faites pour gérer un horaire aussi chargé, en plus de vous préparer pour justement cet objectif-là qui est très important pour vous? Bien, c'est toujours de garder une bonne routine dans l'entraînement. C'est la régularité qui va payer. Je suis aussi étudiant à l'UQAC en éducation physique. Donc, de concilier tout ça de semaine après semaine, d'avoir une bonne récupération, un bon entraînement, c'est ce qui est primordial, c'est ce qui est payant à long terme. Mm-hmm. Et puis, c'est quoi ta course préférée que tu as fait dans ta carrière, le moment fort, au fond? Oui, les compétitions internationales, j'aime vraiment beaucoup ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de coureurs. Les Coupes du monde, quand on est 150 sur le départ, c'est assez spécial. Je dirais pour ma sélection olympique là, en 2016, les enjeux étaient grands. Donc, en Australie, lorsque j'avais fait 19e, et en France, 20e. Donc, c'était deux courses qui étaient des beaux parcours et en plus que j'ai bien performé. Donc, c'est des courses que j'ai vraiment beaucoup aimées. Et puis, c'est quoi la différence entre les Jeux olympiques et puis les Jeux du Commonwealth dans ta préparation ou dans la façon dont tu vois ces Jeux-là? Mm-hmm. Les Jeux du Commonwealth sont les deuxièmes plus grands Jeux. Donc, pour moi, je vise bien de performer, surtout qu'un espoir de médaille. Et c'est sûr, les Jeux olympiques, c'est le plus grand événement de tous les temps dans le monde du sport amateur. Mais dans une saison, on vise un petit peu ça de la même façon. Peut-être que pour les Jeux olympiques, il y a une préparation qui est faite plus longtemps d'avant. Mais on essaie de faire du mieux qu'on peut à chaque course, on pourrait dire, qu'on cible comme étant la plus importante ou les plus importantes de la saison. Mm-hmm. Et puis, est-ce que tu as un but ultime, quelque chose qu'avant la fin de ta carrière, tu aimerais vraiment avoir réalisé? J'aimerais beaucoup réaliser un podium en Coupe du monde. Moi, c'est un de mes rêves de monter sur un podium international. Donc, c'est ce que je vis. J'ai actuellement 25 ans. J'ai encore de la marge de progression en tant que cycliste. Puis
je travaille pour atteindre mes rêves. Et puis justement, vous allez avoir la chance d'essayer ce podium-là en Afrique du Sud à la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif qui est réaliste de le faire aussitôt dans votre carrière ou c'est plus quelque chose que vous voyez à long terme? C'est plus peut-être un objectif à long terme. Comme j'ai parlé, les Jeux du Commonwealth étant seulement les colonies britanniques, le calibre va être un petit peu moins élevé qu'aux Jeux olympiques ou que tous les meilleurs athlètes. Les Coupes du monde, c'est la même chose. Encore une fois, tous les meilleurs athlètes sont là. Mais disons qu'améliorer ma meilleure marque en Coupe du monde, un top 15, je serais très content. Puis je pense que ça va se faire partie pas, mais en même temps, la forme est excellente à ce temps-ci de l'année. Et je suis toujours prêt. Je dirais pas non, disons. Toujours prêt. Mais j'aime mieux rester un peu plus réaliste avec un top 20, top 15. Eh bien, c'est une bonne façon aussi de voir les choses. Et puis, est-ce qu'il y a un parcours mythique dans le monde que tu t'es toujours dit, j'aimerais ça, faire ce parcours-là? Bien, moi, c'est le circuit de la Coupe du monde. Là. Toutes les courses, quand j'étais petit garçon, je rêvais de participer à toute la série de la Coupe du monde, puis c'est ce que je fais actuellement comme professionnel. Donc, pour ce côté-là, je suis comblé. Là. Donc, c'est pas vraiment un parcours en particulier, mais c'est la série de Coupe du monde. Eh bien, merci beaucoup, Léandre Bouchard, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. L'ailier droit des Saguenayens de Chicoutimi, Vladislav Kotkov, participera au match Sherwin-Williams des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey qui a lieu ce soir à Guelph, en Ontario. C'est l'occasion pour plusieurs de se faire valoir en vue du repêchage de la Ligue nationale en juin 2018. Jusqu'à maintenant, le jeune Russe a amassé 33 points en 39 matchs au cours de sa première saison en Amérique du Nord. Kotkov est l'un des 15 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec invités à cette prestigieuse rencontre. Du lot, 8 Québécois pourront démontrer l'ampleur de leur talent. À la météo, Simon Meloche, des froids extrêmes sont prévus pour ce soir et demain à Saguenay. Oui, Juliette, pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des avertissements de froid extrême. Ce soir à Saguenay, moins 20, ressenti de moins 30. Ce soir, moins 33 qui sera ressenti. Et pour demain, beau soleil, mais avec une température quand même froide de moins 31. Du côté du lac Saint-Jean, ce soir, moins 21, ressenti de moins 30. Cette nuit, ce sera moins 34. Et demain, tout comme à Saguenay, ce sera une très belle journée ensoleillée, mais tout de même une température de moins 31. Du côté de la réserve faunique des Laurentides, pour ce soir, moins 36. Et cette nuit, ce sera moins 37. Pour demain, il fera moins 31. Donc, le mot d'ordre, Juliette, s'habiller très chaudement. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.